Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 16e semaine de 2026, dans la vie de l'Union, le Parlement européen et le Conseil se mettent d'accord pour durcir les conditions d'import de l'acier. Le fonds de compétitivité devrait favoriser les gros États membres. Les institutions européennes doivent accélérer sur la défense malgré les progrès. Et la Commission recommande de réduire la consommation de carburant. Dans le club des 27, défaite de Viktor Orban aux législatives en Hongrie, la première dame est inculpée pour corruption en Espagne, le gouvernement espagnol adopte son décret de régularisation des sans-papiers et Giorgia Meloni acte sa rupture avec Donald Trump. Et chez nos chers voisins, la Turquie pleure ses victimes après 2 fusillades dans des écoles. Le Royaume-Uni retrouvera Erasmus et la Russie veut isoler son Internet. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Commerce. Accord pour doubler les droits de douane sur l'acier importé. Lundi 13 avril, le Parlement européen et le Conseil de l'UE ont trouvé un accord pour renforcer les quotas et pour l'imposition d'une taxe de 50% sur l'acier importé dans l'UE. Un moyen de cibler l'acier chinois qui cherche d'autres débouchés depuis la surtaxe américaine qui actuellement empêche la Chine d'écouler sa surcapacité de production. Les quotas qui seront admis en franchise de droit, c'est-à-dire sans taxe d'importation, sont fixés à 18,3 millions de tonnes par an, soit presque 2 fois moins qu'aujourd'hui. D'après le commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, l'accord doit permettre de protéger l'industrie européenne de l'acier, confrontée à la concurrence déloyale de l'acier chinois, subventionné par l'État et qui se retrouve sur les marchés avec un prix défiant toute concurrence. Une seule exception à cette surtaxe, les pays de l'espace économique européen, c'est-à-dire l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, qui restent sur le régime à 25%. Reste au Conseil de l'UE et au Parlement européen de voter formellement pour l'accord. Le régime actuel expire le 1er juillet, ce qui obligera les 2 institutions à statuer en urgence. Le lobby des sidérurgistes européens, Eurofer, se dit extrêmement satisfait. Budget. Le CFP 2028-2034 prévoit de favoriser les États membres les plus riches avec le fonds de compétitivité. Le fonds de compétitivité de 400 milliards d'euros fait l'objet d'un vrai bras de fer entre les États membres. Sous la pression de l'Allemagne et de la France, la présidence chypriote a intégré l'engagement pour l'excellence dans la position du Conseil, ce qui va inciter au fléchage des financements au mérite. Pour faire simple, cela va renforcer les dynamiques actuelles en favorisant les pays ayant un écosystème favorable à l'innovation et des industries plus solides. Une formulation qui devrait élargir le fossé entre les États les plus prospères et les États moins performants, ce que n'ont pas manqué de pointer les pays qui seraient sanctionnés par un tel système, regrettant que les équilibres géographiques et la réduction des disparités entre États membres ne soient pas pris en compte. C'est l'un des multiples points d'achoppement du budget 2028-2034, dont le projet initial était de diminuer la part des fonds régionaux et ceux destinés à l'agriculture, fusionnés dans une même enveloppe et qui doit donner la compétence aux États de distribuer les fonds, ce qui est une rupture fondamentale dans la philosophie des fonds européens, ce que le Parlement européen refuse catégoriquement. Défense. Malgré un rapport positif de l'Agence européenne de défense, le commissaire européen à la défense exhorte les institutions européennes à accélérer. Mercredi 15 avril, l'Agence européenne de défense a souligné les progrès européens dans les achats conjoints de matériel, sur l'innovation et sur la coopération industrielle. L'agence souligne que sa plateforme pour mettre en relation les projets nationaux est un franc succès et qu'elle sera déployée de manière permanente dès cette année. Cette plateforme permet aux États membres d'avoir un aperçu des projets en cours et d'engager ou de rejoindre une initiative. Plus de 400 projets ont été publiés par 340 utilisateurs dans 7 pays partenaires. Sur l'achat conjoint d'armement, l'agence a permis l'établissement du cahier des charges pour passer les commandes, notamment en ce qui concerne les drones kamikazes.
Dans le rapport, l'Agence européenne de défense estime les dépenses de recherche et de développement dans le domaine de la défense à 17 milliards d'euros en 2025, ce qui reste bien inférieur aux États-Unis, mais les dépenses de recherche conjointes ont doublé en 3 ans. Le rapport met en exergue la demande grandissante de communication par satellite sécurisée. 44 clients ont rejoint le programme EU Satcom Market. Pourtant, le commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, exhorte les institutions européennes à accélérer et à s'accorder sur la législation pour le réarmement européen, notamment le programme Agile and Rapid Defense Innovation, doté de 115 millions d'euros pour soutenir les projets des startups. Il souhaite que le texte soit adopté en procédure accélérée et qu'il puisse être testé dans le cadre du budget actuel, mais il doit être soumis à un examen de 8 semaines par les parlements nationaux. Sur le paquet de préparation à la défense, qui est l'omnibus de la défense, destiné à la simplification administrative pour les industries de défense, notamment sur les critères environnementaux, le commissaire européen espère un accord rapide. La lenteur de l'adoption des textes pour le réarmement européen retarde la réponse européenne à une éventuelle agression alors que toutes les propositions sont sur la table. Le processus décisionnel ralentit considérablement le choc d'investissement dans la défense européenne et l'augmentation de la production d'équipements. Il espère aussi se rapprocher de l'Ukraine qui a su faire preuve d'agilité dans sa production en produisant des équipements moins coûteux. Énergie. La Commission demande aux États membres de réduire leur consommation de carburant. Mercredi 15 avril, la Commission européenne a appelé les États membres à anticiper un blocus prolongé du détroit d'Ormuz en prenant des mesures de réduction de la demande. Incitation au télétravail, baisse du prix des transports en commun, limitation de vitesse sur les routes, limitation du trafic aérien, autant de recommandations que la Commission a transmises aux États membres qui lui ont été recommandées par l'Agence internationale de l'énergie. Les secteurs du bâtiment, de l'industrie, des transports et les ménages sont visés par ces recommandations. Une stratégie commune d'urgence devrait être présentée lors du Conseil européen informel à Chypre les 23 et 24 avril. L'exécutif européen souhaite que les États membres se coordonnent dans leur réponse à la crise pour réduire leur dépendance aux énergies fossiles, dont les dépenses ont augmenté de 22 milliards d'euros depuis le début de la guerre en Iran. Pour l'instant, ce sont des mesures inverses qui ont été prises par les gouvernements européens, comme la réduction des taxes sur les carburants ou la réduction de la TVA. En Italie et en Allemagne, les compagnies aériennes ont supprimé leurs vols intérieurs, la faute à une pénurie de kérosène qui provient principalement du Golfe et qui transite habituellement par le détroit d'Ormuz. Le gouvernement français a exhorté ses raffineries à augmenter la production de kérosène, mais une seule d'entre elles en est capable et elle ne peut produire que 10% de plus, ce qui ne compense pas l'absence de kérosène du Golfe. Passons désormais au Club des 27. Hongrie. Péter Mayer met fin à 16 ans de règne incontesté de Viktor Orban. Cela faisait 16 ans que Viktor Orban était Premier ministre et son règne a pris fin dimanche 12 avril. Malgré des campagnes de dénigrement à l'égard de Péter Mayer, à base de fausses vidéos générées par IA, un chantage à la sextape qui ne s'est jamais matérialisé, des accusations de violence conjugale, de vol et d'exhibition, toutes ces manipulations n'ont jamais abouti à faire refluer la vague en faveur de Tisza. A l'inverse, les révélations sur le gouvernement Orban, le fait que le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó prenne ses instructions auprès de son homologue russe et la visite officielle de J.D. Vance, dont l'administration est responsable de l'inflation récente, n'ont fait que confirmer la chute du gouvernement sortant, la faute à une économie qui a lourdement glissé dans le fond du classement européen au fil des années Orban. Tout le monde s'attendait à une longue nuit avec des résultats plus serrés que ce que laissaient penser les sondages. Finalement, dès 21h30, Viktor Orban a reconnu sa défaite, ce qui laissait présager une lourde défaite du Fidesz.
Il était déjà à noter les chiffres incroyables de la participation, avec 77,8% des inscrits qui se sont déplacés pour aller voter, une participation record depuis l'indépendance en 1989. Après le dépouillement de 99% des bulletins, Tisha sortait en tête avec 53% des voix, soit 138 sièges sur 199, de quoi lui fournir une supermajorité constitutionnelle au-delà des 2 tiers des sièges de l'Assemblée. Une victoire éclatante qui lui permettra d'avoir les coups des franches et de réformer la Constitution, une Constitution qui a souffert des réformes successives de Viktor Orban qui souhaitait verrouiller le système et faire en sorte que le Fidesz reste en place le plus longtemps possible. Le Fidesz qui s'en sort quand même avec 38% des suffrages et qui disposera de 55 sièges. Le parti néo-nazi Notre Patrie récupère les 6 sièges restants. Aucun parti de gauche ou du centre ne figure dans le nouveau Parlement. Ils devront compter sur les quelques élus locaux et européens qu'ils ont pour pouvoir exister politiquement et certainement militer pour une réforme électorale pour obtenir un scrutin plus représentatif. Côté réaction, c'était 2 salles, 2 ambiances. Les partisans de Tisha s'étaient réunis au bord du Danube, sur la rive en face du Parlement hongrois, pour suivre les résultats. La foule exultait à l'annonce de la défaite des candidats du Fidesz qui tombaient minute après minute. Quand finalement Viktor Orban a pris la parole pour reconnaître sa défaite, les partisans de Tisha ont scandé « La Tisha déborde », référence au nom du 2e fleuve du pays du même nom. Le parti Respect et Liberté succède donc au Fidesz après 16 ans au pouvoir et Budapest célèbre en criant à plein poumon Europa ou Ruskik Haza, les Russes dehors. La plupart des soutiens de Peter Maïar sont de jeunes actifs, urbains, qui n'ont connu que Viktor Orban comme Premier ministre. Côté Fidesz, Viktor Orban s'était retranché dans le centre des conférences avec les cadres de son parti avant d'annoncer les résultats, la mine défaite. Les cadres du Fidesz ont pour la plupart refusé de répondre aux questions de la presse, ne s'attendant probablement pas à perdre d'une manière aussi lourde. Côté européen, Peter Maïar a reçu les félicitations de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Ursula von der Leyen a déclaré que le cœur de l'Europe bat un peu plus vite en Hongrie et précise qu'elle s'est déjà entretenue dimanche soir avec le vainqueur pour mettre en place une étroite collaboration. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a presque paraphrasé la présidente de la Commission européenne en disant que la Hongrie était au cœur de l'Europe. Plusieurs leaders européens pensent que le soutien de J.D. Vance était le baiser de la mort qui a précipité Orban vers la défaite. En Russie, les médias acquis au Kremlin ont relativisé la victoire de Peter Maïar en disant qu'elle avait été arrachée de justesse. Ils préfèrent parler d'une défaite personnelle d'Orban plutôt que celle du Fidesz et la télévision publique Pervi Canal, la première chaîne, rappelle la volonté de Peter Maïar d'enquêter sur les liens du gouvernement Orban avec la Russie, la qualifiant de chasse aux sorcières. Le Kremlin s'est contenté de félicitations polies, tout comme la Chine et les États-Unis, qui se disent prêts à travailler avec Peter Maïar. Mais pour bien comprendre le futur Premier ministre, il faut revenir sur son histoire. Il est un symbole de l'élite intellectuelle hongroise, issue d'une famille de conservateurs influents. Son grand-oncle, Ferenc Madel, a été président de la République de 2000 à 2005. Il a longtemps gravité dans les cercles du Fidesz. Il est devenu ami avec le directeur de cabinet de Viktor Orban pendant ses études en droit. Il est même devenu diplomate chargé des affaires européennes à la représentation permanente hongroise à Bruxelles. En 2006, il a épousé une des fidèles lieutenants de Viktor Orban, l'ancienne ministre de la Justice de 2019 à 2023, Judith Varga. Ils se séparent en 2023. Judith Varga porte plainte contre lui pour violence domestique et chantage. Il est à l'origine des révélations concernant la grâce d'un pédophile par l'ancienne présidente de la République, Katalin Novak, qui avait reçu l'aval de Judith Varga. En 2015, il a même fait partie du cabinet de Viktor Orban, puis à partir de 2018, il a travaillé pour des entreprises publiques.
Puis à partir des révélations sur la présidente de la République, il se lance dans un projet politique destiné à lutter contre la corruption endémique du pays. Dans l'optique des européennes, il rejoint le parti Respect et Liberté, Tisha, qui existe depuis 2020 et qui a fait dissidence du Fidesz. Le parti est peu structuré, mais il a l'avantage de lui éviter la paperasse de la création d'un parti, et ses réunions publiques un peu partout dans le pays lui permettent d'avoir une certaine popularité. Aux européennes, il obtient presque 30% des suffrages, alors que son parti était novice et qu'il menait personnellement sa première campagne politique, contre 45% pour le Fidesz. Sentant la menace de plus en plus pressante, Viktor Orban aura tout tenté, de l'étiqueter comme agent de l'étranger, lui prêtant le souhait d'envoyer des Hongrois au front en Ukraine et de le menacer de publier une sextape. Peter Maillard a mené une campagne suffisamment lisse pour attirer les conservateurs déçus et une gauche éclatée façon puzzle qui voulait voir tomber Orban quoi qu'il en coûte. Dans son premier discours après l'annonce des résultats, Peter Maillard réaffirme ses thèmes de campagne, ses promesses de relever le pays économiquement, de récupérer l'argent de la corruption et de se réconcilier avec l'Union européenne. Avec cette victoire, il affirme que lui et ses partisans ont libéré le pays et se place comme héritier du soulèvement de Budapest de 1956 contre l'URSS. Il déclare qu'il sera le Premier ministre de tous les Hongrois et a adopté une posture de rassembleur. Pas question d'être vindicatif, même s'il a envoyé une pique à ceux qu'il désigne comme les marionnettes du système. Il a appelé le président de la République, le président de la Cour des comptes et le président de la Cour constitutionnelle à la démission pour permettre le rétablissement de vrais contre-pouvoirs. Il se défend de vouloir envoyer l'ancien régime en prison, sa priorité est de rendre l'indépendance à la justice et de lui laisser rendre la justice sur les cas de corruption et de favoritisme du gouvernement Orban. Il a déclaré vouloir créer un organisme gouvernemental qui sera chargé de restaurer les richesses nationales et a annoncé que la Hongrie rejoindra le parquet européen, ce qui permettra à l'institution européenne d'enquêter sur le détournement de fonds européens. Malgré tout, de nombreuses interrogations subsistent. Les nouveaux députés élus sont novices en politique, l'épreuve du pouvoir est toujours un révélateur des ambitions personnelles, mais aussi de l'incapacité à composer avec la pression. Aussi, Peter Maillard a aussi bien rassemblé le vote d'une gauche en perdition que des nationalistes déçus d'Orban. Il sera sur une ligne de crête politique où chacune de ses décisions seront très observées. Il a longtemps adopté les positions d'Orban au niveau européen pour justement éviter de donner le bâton pour se faire battre et éviter les accusations de marionnettes de Bruxelles, allant même jusqu'à demander à ses eurodéputés de ne pas prendre position sur la demande de destitution contre Ursula von der Leyen, ne suivant pas la consigne de voter contre du PPE. Les eurodéputés de Tisha ne pourront pas parler au nom du PPE avant septembre. Sur la question ukrainienne, il a longtemps éludé, encore une fois, pour ne pas donner de crédit aux accusations de pantin de Zelensky. Lors de sa première conférence de presse lundi 13 avril, il a dit qu'il n'était pas opposé au prêt tant que l'exemption de participation de la Hongrie était maintenue et que l'oléoduc Druzhba soit réparé et que la Hongrie puisse à nouveau recevoir du pétrole russe. Il maintient sa position sur le fait que la Hongrie ne soutiendra pas activement l'Ukraine, la Hongrie n'enverra pas d'armes ni de troupes, mais sur l'adhésion à l'UE de l'Ukraine, il ne la souhaite pas tant qu'elle est en guerre et ne veut pas d'une procédure accélérée. Même si la Commission européenne n'a pas pu s'empêcher de montrer son soulagement de ne plus avoir affaire avec Viktor Orban, au Berlaymont, on reste prudent, car on est conscient que même si le régime a changé, il faudra du temps pour normaliser les relations. La Commission européenne encourage vivement Peter Maillard à entreprendre les réformes nécessaires pour le rétablissement de l'état de droit, ce qui pourrait donner accès à 18 milliards d'euros de fonds gelés, mais il faut faire vite, puisque certains fonds sont conditionnés au fonds de relance post-Covid, appelé Next Generation EU, qui arrive à échéance cet été. La Commission fera peut-être preuve de la même clémence qu'à l'égard de la Pologne, le gouvernement Tusk n'ayant eu qu'à présenter une feuille de route toujours bloquée par le veto présidentiel.
La Commission européenne avait aussi temporisé sur le programme SAFE pour le réarmement européen, au titre duquel la Hongrie a droit à 16 milliards d'euros. Les équipes de la Commission se sont déplacées vendredi pour lancer les discussions préliminaires pour aboutir au plus vite au déblocage des fonds, un signe que l'exécutif européen ne veut pas perdre de temps après le départ de Viktor Orban. Dans sa première conférence de presse lundi matin, Peter Maillard a déjà évoqué de nombreuses mesures. Il souhaite réformer l'audiovisuel public avec la création d'un conseil chargé d'assurer l'indépendance de l'audiovisuel public calqué sur le modèle britannique. Il souhaite que la Hongrie intègre le parquet européen et réintègre la Cour pénale internationale et veut restaurer les contre-pouvoirs tels que la présidence de la République, la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle, les autorités des médias, de la concurrence et le procureur général, tous loyaux à Viktor Orban. Et l'un des premiers symboles orbaniens qu'il veut supprimer est la résidence du Premier ministre. Viktor Orban avait décidé en 2019 de déménager les bureaux du Premier ministre dans un monastère des Carmélites construit au XVIIIe siècle et classé à l'UNESCO. Un symbole perçu par l'opposition comme un pouvoir dans sa tour d'ivoire. Peter Maillard souhaite rapprocher ses bureaux du Parlement. Espagne. La première dame inculpée pour corruption et trafic d'influence. Après 2 ans d'enquête, le juge Juan Carlos Peinado a déclaré lundi 13 avril avoir des preuves suffisantes pour inculper Begoña Gómez, l'épouse de Pedro Sánchez, pour les chefs de détournement de fonds, de trafic d'influence, de corruption et d'appropriation illicite. Ce qui est reproché à Begoña Gómez est globalement le mélange entre ses fonctions officielles de première dame et ses intérêts privés. Elle a créé une chaire de management au sein de l'université Complutense de Madrid. Il lui est reproché notamment de ne pas avoir les qualifications requises pour créer une telle chaire, d'avoir usé de sa position de première dame pour attirer des investisseurs qui ont financé cette chaire de management et d'avoir mobilisé une de ses assistantes dans ses fonctions de première dame pour la chaire de management. Concernant les entreprises qui ont financé la chaire de management, il est aussi reproché à Begoña Gómez d'avoir marchandé leur soutien en échange de subventions de la part du gouvernement. Begoña Gómez a cessé son activité à l'université en septembre 2024. Pedro Sánchez et Begoña Gómez, alors en visite officielle en Chine, ont nié en bloc les accusations. La première dame se défend d'avoir mobilisé une de ses assistantes dans le cadre de son master, sauf pour quelques emails. Le Premier ministre souhaite que la justice fasse la lumière sur cette affaire et est persuadé qu'elle blanchira le gouvernement de tout soupçon. Le Premier ministre a de nombreuses fois qualifié ces poursuites de tentatives de la droite pour déstabiliser le gouvernement, s'appuyant notamment sur le fait que la plainte ait été déposée par un groupe anticorruption proche de l'extrême droite. Mais ce n'est pas la seule affaire dans l'entourage de Pedro Sánchez. Son frère David Sánchez devra se justifier de son recrutement dans une institution culturelle régionale où il aurait bénéficié d'un emploi fictif. Son ancien ministre des Transports, José Luis Ábalos, est actuellement en procès pour avoir perçu des pots de vin présumés dans le cadre de la vente de masques lors de la pandémie de Covid-19. Autant d'affaires qui font peser le soupçon de financement illégaux sur le Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE. Un paradoxe quand on sait que Pedro Sánchez était parvenu à faire tomber le gouvernement Rajoy en 2019, lui aussi empêtré dans de multiples affaires de corruption grâce à une motion de censure constructive. Espagne encore, le décret royal pour la régularisation des sans-papiers adopté en Conseil des ministres. Chose promise, chose due. Le Premier ministre Pedro Sánchez avait promis fin janvier de régulariser des sans-papiers. Lundi, il a annoncé proposer le décret royal au Conseil des ministres. Dans une lettre adressée aux Espagnols, Pedro Sánchez justifie sa décision par la reconnaissance de la réalité d'1 demi-million de personnes qui font déjà partie de la vie quotidienne espagnole. Elma Sainz, ministre des Migrations, annonce que les procédures en ligne seront possibles à partir du 16 avril et en physique à partir de ce lundi.
Les procédures de régularisation prendront fin le 30 juin. Cette décision répond à une initiative populaire qui avait récolté plus de 600 000 signatures et été soutenue par 900 associations. En prenant un décret royal, équivalent des ordonnances en France, le Premier ministre évite de passer par le Parlement. Les conditions pour se faire régulariser sont les suivantes: justifier d'une preuve de résidence avant le 1er janvier 2026, avoir résidé plus de 5 mois consécutifs sur le territoire espagnol à la date de la demande et disposer d'un casier judiciaire vierge. D'après le think tank Funcas, loin des 500 000 demandeurs estimés par le gouvernement, cela pourrait mener à 840 000 demandes de régularisation. D'après la police, plus d'1 million de personnes seraient éligibles. Les titres de séjour et permis de travail qui seront délivrés seront valables 1 an et pourront être renouvelés. Des permis qui ne seront valables que sur le territoire espagnol, ce qui empêchera les bénéficiaires de résider ou de travailler dans un autre pays de l'UE. Ils pourront toutefois jouir des 90 jours sans visa dans l'espace Schengen. Si le gouvernement espagnol se presse, c'est parce que les États membres ont jusqu'au 12 juin pour transposer dans le droit national le pacte asile et migration. Le texte final n'a pas inclus les apatrides, ce qui touche principalement les Sahraouis vivant en Espagne, les réfugiés issus du Sahara occidental n'ayant ni passeport marocain ni passeport algérien. Ce serait le Conseil d'État, chargé de conseiller juridiquement le gouvernement et composé d'anciens premiers ministres et ministres, qui aurait poussé à la suppression des apatrides du texte pour incompatibilité juridique. Il est impossible de cumuler les statuts de réfugié et de résident légal. 6 à 7 000 Sahraouis attendent toujours que leur statut d'apatride soit reconnu. Ils ne peuvent pas travailler contrairement aux demandeurs d'asile. Le parti Sumar, qui fait partie du gouvernement, regrette que son amendement n'ait pas été intégré et entend défendre les Sahraouis. Italie. Meloni rompt ses liens avec Donald Trump. Après la défaite d'Orban dimanche soir, c'est un épisode inattendu dans les relations transatlantiques qui a secoué ce début de semaine. Déjà lundi, l'Italie a annoncé ne pas renouveler l'accord de défense avec Israël, signé en 2006 et qui doit être renouvelé tous les 5 ans. L'accord arrive à expiration dans quelques semaines et par cette décision, Giorgia Meloni entend sanctionner Israël pour ses attaques à l'encontre de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Chargée de surveiller le Sud-Liban depuis la dernière guerre entre Israël et le Liban en 2006 et qui compte quelques Italiens dans ses rangs. Une première rupture avec le plus important allié des États-Unis. L'accord avec Israël permettait des coopérations entre les industries de défense des deux pays et l'organisation de formations militaires conjointes, par exemple. Mais la vraie rupture est intervenue mardi. Donald Trump a fait part de sa déception à l'égard de Giorgia Meloni dans une interview au Corriere della Sera. Donald Trump regrette le commentaire de Giorgia Meloni qualifiant d'inacceptable les propos du président américain à l'égard du pape Léon XIV qu'il dit faible sur la criminalité après qu'il se soit exprimé contre la guerre en Iran. En Italie, toucher au pape est un crime de lèse-majesté. Le Saint-Père reste une institution sacrée en Italie et si Giorgia Meloni n'était pas montée au créneau, elle aurait commis une faute politique. Giorgia Meloni s'est longtemps montrée proche de Donald Trump en étant la seule représentante européenne lors de l'investiture de Donald Trump, en ayant félicité J.D. Vance pour son discours à Munich et en se faisant très discrète lors du clash à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky ou sur le dossier groenlandais. Mais malgré sa loyauté, elle n'a jamais vu de traitement de faveur. Au même titre que les autres pays de l'UE, l'Italie souffre des mêmes droits de douane et avec la guerre en Iran, l'Italie paye cher sa dépendance aux énergies fossiles sans que les États-Unis ne tentent quoi que ce soit pour adoucir les effets de la crise. Giorgia Meloni avait commencé à prendre ses distances en refusant fin mars, comme d'autres pays européens, que des bases américaines sur son territoire servent à l'offensive en Iran et refuse de participer à aider les États-Unis à sécuriser le détroit d'Ormuz. Après la défaite au référendum sur la réforme de la justice,
l'aura de Mélanie a considérablement diminué. Le soutien affiché à Donald Trump devenait aussi un poison avec les prix à la pompe qui n'ont fait que compliquer le quotidien des Italiens. La défaite d'Orban a certainement accéléré le changement de stratégie. Et elle est même soutenue par l'opposition, notamment le Parti démocratique avec des figures comme Elly Schlein et Paolo Gentiloni. À un an des législatives, Giorgia Meloni tente de consolider sa stature de femme d'État, mais elle va certainement devoir composer avec l'étoile montante de la gauche, la maire de Gênes, Silvia Salis, ancienne athlète olympique, lanceuse de marteau, qui a su mener à la victoire une alliance de gauche à la mairie de Gênes sans être encartée. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Turquie. 2 fusillades en 2 jours dans des écoles. Mardi 14 et mercredi 15 avril, 2 fusillades dans des écoles ont eu lieu à Şanlıurfa, en Anatolie du Sud-Est, et à Kahramanmaraş, dans la région méditerranéenne. À Şanlıurfa, un ancien élève du lycée de 19 ans a blessé 16 personnes avant de se donner la mort. Aucun motif n'était connu des autorités. Mercredi, à Kahramanmaraş, c'est un élève de 13 ou 14 ans qui est venu avec 5 armes et 7 chargeurs dans son sac à dos. Il est entré dans 2 classes et a tiré au hasard, faisant 9 morts, 8 élèves de 10 et 11 ans et une enseignante, ainsi que 13 blessés, dont 6 étaient en soins intensifs et 3 dans un état critique. L'assaillant est mort sans que les autorités ne sachent si c'est un suicide ou s'il s'est accidentellement tiré dessus. Même si ses motivations ne sont pas encore déterminées, il affichait sur son profil WhatsApp la photo d'Elliot Rodger, terroriste incel qui avait procédé à une fusillade sur le campus de l'université de Santa Barbara en 2014 pour faire payer le rejet qu'il subissait des femmes d'après lui. L'assaillant aurait fait usage des armes de son père, un ancien inspecteur de police. Son père a été arrêté, interrogé, puis placé en détention provisoire. Mercredi, à l'appel des syndicats d'enseignants, 3000 personnes se sont réunies à Ankara pour dénoncer l'augmentation des violences scolaires et demander aux autorités d'agir contre cette violence à l'école. Ils réclamaient par ailleurs la démission du ministre de l'Éducation. Les spécialistes disent que c'est une conséquence de la dégradation du contexte politique et économique en Turquie. En réponse, les autorités ont procédé à 162 arrestations et ont fait bloquer plus d'1 millier de comptes sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Justice, Akin Gürlek, justifie ces arrestations par de la désinformation destinée à créer un climat de peur ou des soutiens qui relèvent de l'apologie du terrorisme. Dans le contexte politique actuel, il est fortement possible que des voix critiques aient été ciblées par le gouvernement. Royaume-Uni. Retour dans le programme Erasmus prévu en 2027. Mercredi 15 avril, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont signé un accord pour la réintégration du Royaume-Uni dans le programme Erasmus dès 2027. En décembre 2020, le Royaume-Uni avait quitté le programme Erasmus en même temps que l'Union européenne. Un temps remplacé par le programme Turing, qui ne bénéficiait pas du même succès, le gouvernement britannique poursuit sa politique de reset avec l'Union européenne, engagée par le Premier ministre Keir Starmer. D'après le Premier ministre britannique, 100 000 personnes devraient bénéficier du programme qui concerne évidemment les étudiants, mais aussi les apprentis, les stagiaires, les groupes scolaires qui participent à des échanges culturels et des organisations qui participent à des initiatives transfrontalières. Keir Starmer se félicite d'avoir pu décrocher une réduction de 30% à la participation que le pays doit payer en tant qu'État tiers. Russie. Le Kremlin entend isoler le pays d'Internet, la colère monte chez les Russes. Depuis 2019, le Kremlin tente de mettre en place le RuNet souverain, un Internet russe isolé du reste du monde. En 2019, le Kremlin avait fait voter par la Douma la loi RuNet souverain qui donne au gouvernement les moyens techniques et administratifs de filtrer le contenu sur Internet en Russie. Je vous en parle depuis quelques semaines, les coupures d'Internet se multiplient en Russie. Le gouvernement justifie ces coupures par les attaques de drones ukrainiens qui utiliseraient les données mobiles pour toucher leurs cibles. D'après certains spécialistes, la raison réelle de ces coupures est beaucoup moins avouable,
tester les moyens d'avoir un contrôle total sur Internet en Russie. Après les interdictions de LinkedIn, de Facebook et d'Instagram, ce début d'année a été marqué par l'interdiction de WhatsApp et de Telegram. Le gouvernement russe tente de forcer la population à passer par l'application Max, créée par VK, la maison mère de VKontakte, le Facebook 100% russe. Une application qui doit servir d'interface avec les autorités, mais aussi pour effectuer ses virements bancaires et ses échanges de messagerie. Mais les Russes savent très bien que l'application Max n'est pas chiffrée de bout en bout, ce qui fait que les conversations peuvent être interceptées à tout moment. Les nouveaux smartphones sont équipés par défaut de l'application Max. Les hauts fonctionnaires et les cadres utilisent un téléphone distinct pour utiliser l'application. Les Russes tentent encore de se connecter à l'Internet mondial via les VPN, le seul moyen de contourner les filtres des data centers, mais le gouvernement cible aussi les VPN. Le gouvernement charge les plateformes d'avoir des logiciels espions capables de détecter des VPN au risque de se voir privés d'avantages fiscaux, d'accès aux RUNET et de la levée du report du service militaire pour leurs employés. La mise en place du RUNET a des conséquences sur le quotidien des Russes qui ont de plus en plus de difficultés pour effectuer des virements, retirer des espèces ou payer par carte. Dans les campagnes les plus reculées, Internet est indispensable pour travailler ou étudier. Les tourniquets des métros se sont même retrouvés bloqués par les coupures à répétition. Pour les entreprises, cela devient aussi un casse-tête. Les caisses enregistreuses se retrouvent bloquées ou impossible de payer ses impôts. Alors que la récession pointe son nez, le contrôle d'Internet coûte très cher à l'économie russe. Beaucoup de services étrangers n'ont pas encore d'équivalent russe ou qui ne sont pas assez fiables. La soif de contrôle du Kremlin a fait perdre 8 points de popularité à Vladimir Poutine, qui se retrouve à 67,8%, son taux de popularité le plus bas depuis le début de la guerre en Ukraine. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 16e semaine européenne de 2026. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.